Aujourd'hui à Aéropod pour ce 65e épisode, on parle du SCAF et du MAZ, c'est-à-dire les programmes de combat aérien du futur. Bienvenue à Aéropod, le podcast de Mentor Aéro pour les pros de l'aviation. Aujourd'hui, dans le studio distancé, j'ai avec moi Olivier Lacombe, le pilote laconique. Allô tout le monde! Salut! Bienvenue Hey, on va faire à ce studio distancé. Un petit side note, Olivier, pour dire que ton studio, c'est quelque chose aujourd'hui. Olivier joue à la cachette. 15e étage d'un hôtel dans une province... Qu'on ne nommera pas. Et on est en contre... Qu'on aurait déjà pu appeler le au Canada, mais bon. Ouais, bon. Et que on va conserver ça en contre-plongée, même si ça nous donne une vue un peu hallucinante, parce que ça pourrait être pire. On pourrait voir ton lit d'hôtel. Exactement. Creepy! C'est exact. Alors, passons là-dessus. Et Grégory Blanc, bien sûr, Et c'est président moi, de absolument. Mentor Aéro. Bienvenue. Comment allez-vous? Enchanté. Ça va bien? C'est super. It's been a little while, Monsieur Blanc. Bon, écoute, on fait ce qu'on peut. Hein? Bon, enfin. Mais aujourd'hui, on répond à une question qui nous attendait de nos auditeurs. Alors, Philippe voulait savoir, voulait connaître l'état de l'art, en fait, sur les programmes spéciaux, ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, on parle du SCAF et du MAZ. Le système de combat aérien du futur. Hey! Faisons une autre parenthèse sur la manie des Français de faire des acronymes. Oui, absolument. C'est... Ben, Quoi? c'est juste, on rit parce qu'on était habitué de voir des acronymes en anglais, mais c'est la même chose. Non, là, c'est correct. Que ce soit les Américains ou les... Mais honnêtement, les Anglais... acronymes les plus intéressants, Olivier, c'est quand ils font des... tu sais, mettons, ils prennent les deux premières lettres d'un mot. Pour que ça finisse par donner un vrai mot. La comme... troisième du mot d'après, puis là, ça te fait Ouais. stealth. OK, là, tu cherches S-T... Ah non, c'est les deux premiers mots de un, les troisièmes lettres de l'autre. Ce qui n'a pas été fait cette fois-ci, Non. mais on dirait une joke. En tout Exactement. cas, passons, ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce que ça mange en hiver, cette histoire-là. Donc, le système d'avion de combat du futur. Ouais, commençons par ça. Là. Est-ce qu'on commence par l'idée générale de d'où ça sort cette histoire-là? Ben là, on s'en va... dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est à travers le monde, parce que là, on parle des Français, ce qui sous-entend les Allemands, et en tout petit dans le coin, les Espagnols. Ça sous-entend... Donc, il y a en Europe, il y a les Français, les Allemands, les Espagnols d'un côté. On a les Anglais et les Italiens de l'autre. Tu me corriges toujours, Olivier, si je dérape. Il y a les Japonais qui testent leurs affaires aussi de leur côté avec Kawasaki. Mitsubishi, excusez-moi. Eh boy, il serait pas content. Il y a les Ça Coréens. va s'appeler Ninja. Il y a les Coréens qui travaillent sur un projet eux aussi. Mais grosso modo, il y a les Turcs aussi également. Puis bien évidemment, les Américains. Mais là, tout ce monde-là, tu parles des Donc pays là, individuels ou ça s'est regroupé? Là? Les Français, Allemands, Espagnols sont ensemble. Ouais. Les Anglais et les Italiens sont ensemble. Et là, la Suède, il y a plus d'un an, c'est... Les Italiens. Oui. OK, tu vas nous parler de pourquoi c'était un match made in heaven un peu contre-intuitif. Ben, on va là? essayer avec Olivier de faire du sens dans tout ça. Là. D'accord. Ouais, ben en fait, Greg, t'es déjà parti en paire, là, mais en gros, c'est un programme pour remplacer les Rafales, le Typhoon de la Luftwaffe et les F-18 espagnols. En partant, c'est ça qui est le SCAF. La Luftwaffe. Le SAC. C'est de là que ça part. OK, Ouais. ça, c'est le début. Oui, donc on parle d'Assaut, Airbus et Thales en ce moment. Puis il y a toute une historique, une ligne de temps qui explique pourquoi on est arrivé avec ces trois compagnies-là. Oui. Et ce qui est important de mentionner, c'est que tout ce beau monde-là, à travers la planète, incluant les Américains, bien évidemment, qui a fait voler, il n'y a pas très longtemps, un chasseur secret dans le Nevada. Non, c'était pas ça. Dans le fond, c'est que on sait que les Américains travaillent là-dessus, mais personne ne l'a jamais vu, personne ne sait rien. Eux autres, ils disent, hein, quoi, travailler sur un chasseur de 6e génération? C'est là que je m'en allais. Donc, la grosse différence, c'est que là, on s'en va vers un chasseur de 6e génération. Olivier avait déjà, je pense que c'est dans le spécial du F-35, avait déjà présenté c'est quoi les différentes générations de chasseurs. Donc, on vous mettra un lien dans les notes de l'épisode. Puis te gêne pas si tu veux faire décrire quelque chose à ce niveau-là, Olivier. Mais ce qui est, ça va être important, c'est de garder ça en tête parce qu'il y a des nouveaux paramètres qui rentrent en ligne de compte. Donc là,
le gros dilemme là-dedans, là, pour les puristes là, et les geeks, c'est quoi la grosse différence? Qu'est-ce que ça pourrait être de plus entre un 5e génération boosté, là, donc style, mettons, le F-35, là, et le 6e génération? On est rendu, c'est quoi? Ça va être des Transformers? Et non, on est rendu un petit peu plus... on en parlera un petit peu plus tard, j'imagine, Olivier. Là. On est rendu, c'est un petit peu plus subtil, là, les différences. Là, parce qu'il y a toujours des moteurs et des ailes et tout ça. Là, donc ça n'a pas changé. Là. OK. Et là, est-ce qu'on s'enligne pour être capable de s'en aller un peu dans l'espace avec ces histoires-là? Question de combattre les UFO? No. Non? Pas du tout? C'est pas ça la nouveauté. OK, d'accord. Bon, on s'en reparle d'abord. Fait qu'Olivier, avec quoi tu veux qu'on commence? On parle-tu des Européens en premier? Ben oui, on peut parler des Européens, mais parce que l'histoire va bifurquer éventuellement. Donc, on peut caler au début, genre avec la fondation en 93 de la European Technology Acquisition Program, le ETAP, étape. Ouais. Dans le fond. Case in point. Bon, là, je vous annonce que correct, Claudia là. va partir comme ça à chaque fois qu'elle va entendre un acronyme. Non, mais je trouve ça charmant. Là. Ouais. Allez. Donc, après ça, il y a des phases de définition. Là, c'est pas passé grand-chose avant 2001 dans ces terrestres pour le SACF. Donc, c'est un programme de l'étape qui regroupe l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, la Suède et l'Espagne. Donc, pas mal tous les pays hébergeurs en Europe. Ouais. Et là, le SACF est un système de systèmes. Donc, ça implique un avion piloté, un avion, des UAV et drones. des UAV armés, donc des UCAV en plus. Donc, il y a tout ça intégré pour livrer des capacités. Ouais. Et en fait, c'est là que c'est ce qui nous amène à la définition de cette fameuse 6e génération. Mm-hmm. C'est que on prend pour acquis, donc, grâce à la génération 5, que l'avion va être furtif. Donc, ça c'est réglé. Et donc, en plus de ça, ce qu'on va avoir, c'est que on va parler au niveau d'un avion qui pourrait être télépiloté. Mm-hmm. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que... Comment? C'est ça, c'est ce qu'on appelle la capacité pilotée optionnelle. Oui, exact. Donc, ce que ça veut dire, là, c'est que ton avion dans lequel le pilote est assis aujourd'hui pour piloter, demain pourrait être le même numéro de série, là, le même avion, là, pourrait être envoyé demain matin ailleurs, mais de façon télépilotée. OK. Oui. Et donc, ça, c'est la grosse chose là, qui est... Ouais. Donc, le fait que l'avion puisse devenir un drone par lui-même, le fait aussi qu'il faut que la plateforme va pouvoir interagir avec des drones indépendants, là. Donc des avions télépilotés, mais à part. En ce moment, le meilleur exemple pour illustrer ça, c'est pas les seuls à travailler là-dessus, mais ceux qui sont le plus avancés, entre guillemets, c'est les Australiens. On a beaucoup parlé du système, le Wingman. C'est Boeing Australia qui travaille là-dessus. Donc, dans le fond, ce que ça fait, c'est que tu vas avoir un avion piloté, un F-35, qui va partir à l'attaque avec ses drones qui vont le suivre à côté. OK. Et l'autre affaire qui est importante aussi, ce qui est typique de la nouvelle, future 6e génération, c'est qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intelligence artificielle là-dedans. OK. Voilà. Puis aussi, il ne faut pas oublier que si on résume en fait ce qui va être propre à la 6e génération, c'est cette option d'avoir un avion piloté ou non, et aussi d'avoir des moteurs avec un cycle adaptatif. Ça, c'est vraiment les deux grosses composantes de la 6e génération. Ça, les moteurs, je vais vous en parler plus en détail dans quelques secondes, là, quelques minutes, excusez-moi. Et le reste des caractéristiques, si on passe de la 5 à la 6e, c'est les caractéristiques de la 5e, mais amplifiées. Ouais. Donc, améliorées. OK. Donc, c'est ça. Puis quand on dit amplifié, c'est un des exemples les plus probants. On parlait, mettons, les avions furtifs sont recouverts d'une couche de peinture absorbante qui permet de capter, de garder certaines ondes. Donc, c'est dans la peinture. On a mis quelque chose dedans. Ben, on a une nouvelle génération de ces recouvrements-là. C'est des systèmes de recouvrement. D'accord. Donc, par exemple, ça peut être un exemple comme tel. Avant de passer à la motorisation, je pense qu'il est important aussi de noter au niveau du SCAF, Olivier, dans le fond, en 2017, il y a eu une petite rupture. Donc, on a eu un divorce. C'est toujours triste. Oui, c'est ça. En 2017, l'Allemagne et l'Espagne ont demandé à Airbus de plancher sur un nouveau chasseur. Oui.
Et là, en 2018, Airbus et Dassault sont associés lors d'un spectacle aérien à Berlin, le fameux ILA à Berlin. Et puis en 2019, l'Espagne est officiellement rejoint le programme. Donc Airbus et Dassault. C'est pour le bon côté des choses. Le mauvais côté, c'est qu'à la base, le système SCAF avait commencé entre les Français et les Anglais. Ah, OK, oui. Ouais, donc, si je me permets, si vous connaissez la petite histoire pour le Typhoon et le Rafale, c'est au départ, ces deux avions-là étaient issus, c'est un programme conjoint entre le groupe qui avait développé le Tornado, donc l'Angleterre, l'Italie, l'Allemagne, et les Français, pour faire un avion de chasse européen, pour remplacer le Tornado. Ouais. Et là, les Anglais, les Allemands, les Anglais, les Italiens allaient dans une direction, et les Français allaient dans une autre, et ils ont brisé l'entente. Donc, d'un côté, ils avaient eu le Typhoon et de l'autre côté, le Rafale. Mais au départ, c'était le même carnet de charge, si on veut. Encore un autre petit aparté. Au final, c'est lequel le meilleur avion? Au final, c'est sensiblement la même chose, sincèrement. D'accord. Parce qu'ils ont, comme Olivier le mentionnait, ils ont le même cahier de charge, les mêmes requis. Donc, Donc, le meilleur pour les Français, c'est le Rafale, puis le meilleur pour les Anglais, c'est le Typhoon. Exactement. Ça, c'est une excellente réponse de diplomate. Mais si tu regardes au niveau des dimensions, la puissance des moteurs, n'importe quoi, c'est exactement la même chose. OK, c'est juste que tu sens qu'il a développé deux plateformes avec les coûts associés, ça me semble un peu... Les avions se ressemblent étrangement aussi. OK, bon, ben d'accord. C'est pas... on était parti des mêmes requis, donc on a fini... Au final, on a à peu près le même avion en termes de capacité. Là. Ils sont capables de faire les mêmes choses, les deux. Parenthèse fermée et on revient. Mais ce que Olivier mentionne, qui est très important, c'est que c'était on va dire c'était la première vraie fois où on est vraiment, vraiment, vraiment passé proche d'avoir un chasseur. Il y a eu le Jaguar avant, là, avec les Anglais et les Français, mais on va dire un vrai programme là, de zéro, puis on s'entend, on travaille vraiment là-dessus, là, nouvelle génération et tout ça. Ça a merdé. Et on a réessayé avec le SCAF à partir de 2012, si mes souvenirs sont exacts. Et éventuellement, comme mentionné il y a quelques secondes, ça n'a pas fonctionné encore une fois. Les Anglais sont partis de leur côté à eux et les Français, Allemands, Espagnols de l'autre. Et le programme SCAF, là, qui est le terme général, a fait en sorte que d'un côté, maintenant, on a les Français, les Allemands et Espagnols. Et de l'autre, on a les Anglais, les Italiens et maintenant les Suédois qui vont travailler sur le Tempest. C'est le nom de l'avion. D'accord. Le programme, c'est Team Tempest. As-tu ça, Olivier? C'est Team Tempest. Ça, c'est cute. Ouais. Hein? On leur donne ça. Ils ont déjà un site web et tout pour l'avion. Ah oui? Ouais, les avec Anglais font rien à moitié. Des petites simulations et tout, là? Ouais, c'est surtout... c'est du marketing, là, plus que d'autres choses. Il reste que, bien entendu... Les liens seront dans les notes de l'épisode. Oui, tu peux taper Team Tempest et vous ne pouvez pas le manquer. C'est tout à fait, c'est très mignon, c'est très beau. Il y a une belle forme, une belle face. Il y a tout. D'accord. Il ressemble à un F-22, mais ça on le dira pas. Donc, maintenant, ce qui est important au niveau de cette 6e génération, puis Olivia en a glissé un mot, la grosse différence, parce qu'éventuellement, il va falloir se distancer un peu de la génération d'avant, sinon il n'y a aucune raison d'être. Ouais. On va avoir un autre des gros programmes, ça va être la motorisation. Puis on va pousser ça encore plus loin. Donc, prenez ce que vous connaissez du F-135, donc le moteur du F-35. C'est juste pour vous donner une idée. Prenez ce que vous savez aussi du F-119, le moteur du F-22. Mettez tout ça ensemble, là, et vous allez obtenir un moteur, pour votre 6e génération, plus un concept qui est arrivé il y a à peu près une quinzaine d'années, qui est ce qu'on appelle le Adaptive Cycle. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ton moteur va être capable d'opérer dans toutes les phases de vol. Donc... En étant optimisé. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Ils sont toujours capables de fonctionner dans toutes les phases de vol? Non. Comment ça, non? Parce qu'un moteur à turbine, à la base, est bâti et designé pour opérer dans un seul... Non, opérer de manière optimisée dans une seule phase de vol. Exactement. Bon, mais tout le reste... Non, on n'est pas d'accord parce que c'est pas ça que vous disiez, madame. Non, moi, ce que je disais, c'est que c'est pas vrai que le moteur, il fonctionne pas dans la phase de vol où il est pas optimisé. Oui, non.
Pour quelqu'un qui n'y connaît rien, c'est effectivement, il fonctionne. Tu l'allumes, tu es capable de décoller. Oui, absolument, oui, tout à fait. Bon. Cependant... Explain to a 5-year-old, Greg. Ben, c'est ça que j'étais en train de faire, c'est qu'un moteur à turbine, quel qu'il soit, est designé, est optimisé pour une phase de vol qui habituellement est pour la cruise, quand tu es en vol pendant de plusieurs heures. Donc, si vous prenez un gros moteur, un gros turbofan, tu sais, un gros 777 là, avec des gros GE 115, des GE 90 115B, là, votre moteur qui va vous cracher 115 000 livres de thrust, là, ça, c'est la puissance maximale. C'est uniquement au décollage et c'est pour très peu de temps. Pour le reste, c'est en vol, OK, pendant de très longues heures, on va résumer ça à flight idle. Et là, à ce moment-là, pendant 8, 9, 10 heures de vol, là, le moteur est à son plein potentiel. D'accord. Ce qu'on veut, donc, maintenant, c'est être capable d'être optimal, comme Olivier le mentionnait, dans toutes les phases de vol. Donc, incluant le décollage, incluant le en vol, la cruise. Dans le cas d'un chasseur, je me trompe pas, Olivier, si je parle de Super Cruise. Là. Ouais, c'est ça. Puis, tu es capable d'être supersonique sans post-combustion. Exactement. Et d'être capable aussi, par exemple, d'aller chercher de la puissance. Tu as un ennemi devant toi, il faut que tu ailles te battre, on fait du dogfight. Ben là, on s'en fout un petit peu de la consommation. J'ai besoin de la puissance. Donc, le moteur, pour vous donner une petite idée, le temps du combat aérien va switcher, va passer en mode turbojet. Là. Je veux de la puissance, je me fous de la consommation, j'ai besoin de power là. Mm-hmm. Mais pour aller sur le théâtre d'opération, par exemple, là, j'ai besoin de cruiser, là, d'aller, de me rendre loin. Donc en mode économie. Donc là, j'ai besoin que mon moteur, il faudrait que ça ressemble un petit peu à une turbofan, parce qu'une turbofan, c'est très efficace, haut, loin, longtemps. Donc le moteur va s'adapter comme ça. Si vous allez sur le site de GE Aviation, vous avez un sous-menu, là, c'est Adaptive Cycle. Il vous donne une petite idée de ce à quoi ça pourrait ressembler. Pour clarifier un peu, Greg, un turbofan comme il y a sur les F-35 ou F-22, en post-combustion, c'est pas très efficace versus un turbojet. Donc, ça serait un exemple où le moteur, quand il passera en format turbojet, va être plus économique à pleine puissance que le turbofan. Exact. Donc, ces différentes phases de vol-là, ces différentes configurations-là. Ça a l'air contre-intuitif, là, mais c'est ça, c'est ce qui est. Est-ce qu'on a la moindre idée de comment c'est fait, ça? Comment ça va être fait? Ouais. Mécaniquement, là. On commence à avoir des petites affaires d'informations qui sortent à droite à gauche. Là. Entre autres, c'est physiquement à l'intérieur du moteur. Donc, si vous avez déjà vu une vue en coupe d'un moteur de jet, là, de fighter, vous pouvez aller sur Internet, là, il y en a plein d'exemples. Il y a des vues en coupe de F-119, des F-110 aussi. Des beaux cutaways, comme on dit en bon français. Vous allez voir que on a le flux qui passe à l'intérieur du moteur, dans le core, et on a un low bypass, un petit bypass, donc ce qu'Olivier parlait il y a quelques secondes, là, qui fait que la génération de moteurs de jet fighter là, qui roulent en ce moment, là, c'est des turbofans. Donc ceux qui écoutent en audio, j'ai mis les guillemets, là. Mm-hmm. C'est des turbofans, c'est du low bypass. C'est vrai que c'est plus efficace dans certaines conditions qu'un pur turbojet. Mm-hmm. Mais ça reste quand même un moteur de jet fighter. Là. Donc là, ce qu'on veut faire maintenant, c'est essayer d'aller chercher. Puis donc, ce que je voulais dire, c'est que vous voyez ces différents canaux, là, donc ces espaces là. Là, il y en aurait un troisième là-dedans. Qui ferait que on serait capable de s'adapter donc d'un pur turbojet à de la full bypass ou en mode super cruise sans post-combustion, ce qu'on sait déjà faire avec le F-119 sur le F-22. Donc, fait que tout ça, c'est un gros mix. Mais et ce serait techniquement un mix des technologies existantes. Oui, parce que là où ça devient intéressant, c'est qu'au niveau de la 6e génération et de cette motorisation-là, là, qui, comme vous le savez déjà, est pas mal mon bag, là où ça devient le fun, là, c'est que toutes les technologies qu'on a testées sur les moteurs civils, par exemple, vous savez que sur le LEAP
Donc, une des motorisations possibles du A320, le 737, bien sûr, et le Comac, le 919. Sur le LEAP, on a testé des CMC, par exemple, de la Ceramic Matrix Composite. Et ça, ce que ça permet de faire, c'est que ça permet d'avoir certaines pièces, de redesigner certaines pièces et de les faire. Mais ce qui est le plus important là-dedans, c'est que de les fabriquer en composite. Fait que là, les gens qui nous écoutent vont dire en composite, wrong, monsieur Blanc, ça se peut pas. Parce que si je vous parle de composite et de céramique, surtout dans la même phrase, vous allez dire, de la céramique, tout le monde sait que la céramique, c'est extrêmement fragile. C'est extrêmement fragile. Ça peut résister à de hautes températures, mais c'est extrêmement fragile. C'est vrai. Mais c'est à l'impact, on s'entend? Oui, exact. Mais à l'impact, aux vibrations, aux fréquences aussi. Okay. Par exemple, on a déjà aujourd'hui des chambres à combustion qui ont un coating, recouvrement de céramique. Puis des fois, ceux qui ont déjà fait du boroscope dans les moteurs vont savoir que des fois, il y a des petits flocons, des petits morceaux qui sont partis. Fait que là, tu dis, dans ma chambre à combustion, il n'y a pas d'impact. C'est de l'air chaud, c'est des gaz chauds qui sont là-dedans. En fait, ce qui arrive souvent, c'est que la chambre à combustion peut se mettre à vibrer à une certaine fréquence qui fait que la céramique se décolle. Puis ça, c'est du délaminage, mais de céramique. Exactement. Puis ça, c'est causé par des hautes fréquences. Le métal se met à vibrer à haute fréquence, puis ça fait décoller la céramique. By the way, quand je parle de fréquence, de son et de vibration, quand vous êtes l'abrasion supersonique. Quand vous êtes à l'aéroport puis que vous entendez un avion démarrer les moteurs, puis là, tu sais, le bouh, des espèces de sons un peu bizarres qui sortent de là. Ces sons-là génèrent aussi des vibrations. Puis vous le voyez pas, vous le savez pas, mais il y a certaines pièces dans le moteur qui se mettent à vibrer à des très hautes fréquences. C'est ça que je veux dire, et c'est ça qui peut causer cette... Non, je veux juste vérifier pour être sûr que je comprends, là, parce que là, dans ma tête, là, un son, c'est une fréquence. Donc, ton point, c'est que ça fait comme une loupe de feedback. Exactement. Ah. Il peut s'auto-amplifier. D'accord. OK. Donc, tout ça fait en sorte qu'on arrive, là on y est, là, on est vraiment rendu dans la génération Star Trek et tout ça, on est rendu à fabriquer des pièces grâce à la technologie CMC, qui est testée depuis à peu près 20 ans. Fait que ceux qui seraient tentés de dire oui, mais ça fait longtemps que ça existe, oui, effectivement. Mais ça existait surtout au niveau des techniques, avec des techniques de recouvrement. On n'avait pas de pièces 100% faites en CMC. Et ça, si vous voulez une petite idée de ce à quoi ça peut mener, prenez comme exemple, c'est pas tout à fait du CMC, mais c'est un bon exemple et c'est celui qui est souvent donné. Les tuiles de céramique sur la navette spatiale. Donc, c'est de la silice, là, mais il reste que le principe est le même. C'est qu'on veut aller chercher de plus hautes températures parce que ceux qui me connaissent, qui nous écoutent depuis longtemps, savent que j'ai souvent répété que si tu veux être capable d'aller chercher de meilleures consommations puis de la puissance pour la même grosseur de turbine, pour la même grosseur de compresseur, si tu veux plus de puissance, il va entre autres falloir que tu génères plus de chaleur. Donc, pour être capable de faire ça, il va falloir que tes pièces soient capables de résister à de plus hautes températures. D'accord. Mais là, es-tu en train de dire que de la technologie qui a été testée dans le civil est maintenant prête à être intégrée dans le militaire? C'est comme le monde à l'envers. Oui et non. Il y a une partie de ces tests-là qui ont été faits dans le civil. C'est safe, il n'y a pas de problème. Là. Les shrouds, par exemple, sur le LEAP, il n'y a aucun danger. C'est plus une question de combien c'est résistant. Oui, mais entre autres, l'autre point intéressant, c'est qu'à travers ces 20 quelques dernières années, on a aussi beaucoup testé de technologie à travers des programmes de recherche. Si je vous dis le DARPA, ça vous dit quelque chose? Bon, par exemple, la défense américaine a beaucoup payé, la NASA aussi, pour développer ces... Donc, tout ça pour dire que dans cette nouvelle génération de chasseurs, les SCAF en général, là, autant les Japonais que les Anglais que les Européens, j'exclus bien sûr les Anglais là-dedans quand je dis les Européens. Maintenant, oui. Oui, mais je veux dire, au niveau du programme, là, ils auraient pu en faire partie, ça aurait pu être une très belle aventure, mais ça ne l'est pas. Donc là, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que on va vraiment pousser une petite affaire plus loin. Certaines des technologies, parce que comme je vous disais, physiquement, l'avion ne changera pas bien. On a besoin d'avoir des ailes, puis un cockpit, puis tout ça. Là. D'ailleurs, je ne sais pas si tu es d'accord, Olivier, mais on dirait que les différents prototypes qu'on a vus à date dans les shows et spectacles aériens, ça ressemble étrangement à peut-être un peu plus raffiné, mais un gros F-22.
Trouve pas? Le chinois, C'est il ça, ressemble... Le coréen, en tout cas. La forme qui a été atteinte par Lockheed, pour ça, c'est pas mal la forme optimale pour ça. Si on regarde le KFX, le TFX des Turcs, le Tempest, le SCAF, le FCAS, en tout cas, la patente, là. Ouais. Même le X3 japonais, si on regarde le J31 chinois, c'est la forme qui fonctionne bien pour ces genres d'applications-là. Il y a juste le J20 qui est comme pas trop rapport dans son coin, là, mais on va s'en reparler plus tard du J20 dans un autre épisode. On a des épisodes qui s'en viennent là, sur les Chinois et leurs avions. Et leur aviation, en fait, on devrait plutôt dire. Okay. Ben c'est ça qui est intéressant là-dedans. Et en fait, là où je voulais aller avec ça, c'est que ça nous montre qu'on est rendu physiquement, là, on est rendu un peu au maximum de ce qu'on est capable de faire. Donc, on va pallier, on va travailler sur d'autres aspects. J'ai pas encore beaucoup d'informations, mais dans ce qu'on va demander, ce qu'on va traiter au niveau de la nouvelle génération de chasseurs, c'est entre autres un réseau de combat cloud. Je sais pas si ça va être fourni par Amazon. Comme on en avait parlé pour le KC-46 lors d'un épisode récent. Oui. Donc, fait qu'on on va beaucoup travailler sur la connectivité, l'intelligence artificielle qui est vraiment présentée comme étant à part, là, parce que tu vas me dire, ouais, ben, connectivité, il doit y avoir probablement un peu de AI là-dedans, puis tout ça. Oui, là, j'ai pas encore beaucoup de détails là-dessus, là. Mais en fait, j'en ai pas trouvé. Mais ça va être intéressant de voir comment on va travailler ces différents aspects-là. Mais encore une fois, moi, ce que je trouve cool là-dedans, c'est qu'on a vraiment lâché l'aspect aérodynamique et tout ça, là, parce on est rendu ailleurs. Ben oui, on a atteint possiblement le maximum. Là. Ils parlent, des fois, ils incluent au niveau de tout. Il y a encore les Américains là, qui travaillent sur une certaine forme de 6e génération haute vitesse, là, le fameux SR-72. Je ne sais pas si tu as vu passer ça, Olivier. Il semblerait que c'est pas mort, on travaille encore là-dessus. Le SR-72 ou le Penetrating Counter-Air, le PCA là, ou le NGAD, là, dépendamment quelle saveur du mois qu'ils prennent. Oui, exact. Donc, fait qu'il y a encore un peu de vitesse d'inclus dans le, tu sais, toujours plus haut, plus loin, là, vite. Là. Mm-hmm. Mais de façon générale, puis ça, c'est une attitude qui a été adoptée avec le F-35, c'est que on se fout de la vitesse et on se fout un peu de la manœuvrabilité. Mm-hmm. Donc, oubliez Top Gun, oubliez les aigles de fer. Chappie ne sera pas là, ne sera pas au rendez-vous. On est vraiment passé avec le F-35 à contrôler la zone de combat. Mm-hmm. Contrôler l'information. Comment? Aussi, comme on en avait parlé dans l'épisode, l'avion est peut-être moins maniable qu'un F-18, comme celui qui fait de la démo pour les forces canadiennes, mais les pilotes qui ont rapporté, qui ont fait des combats d'entraînement contre des F-35, puis l'avion est capable de les surprendre, qui font comme mais qu'est-ce qu'il vient de me faire là, lui? Puis c'est assez il y a plus qu'un tour dans son sac. Oui, ben, puis aussi, j'imagine que les différents corps d'armée vont apprendre à l'utiliser. Ouais. On sait qu'il y a plusieurs pays qui utilisent le F-18 et pourtant l'armée de l'air, l'Air Force canadienne a trouvé sa façon, elle, d'opérer les F-18. Mm-hmm. Qui fait que des fois, les quelques fois où ils ont été, par exemple, au Red Flag, on a rapporté de très très bonnes performances de l'armée canadienne. Mm-hmm. Alors que les Américains auraient dû savoir, il y en a pas des F-18. Donc, une petite parenthèse comme ça, Red Flag, c'est le jeu de guerre qui a lieu une fois par année, si je ne m'abuse. En fait, en tout cas, oui, le gros Red Flag, c'est une fois par année. Okay. Puis il y a plusieurs autres versions, je pense. Ça se peut-tu, Olivier? Il y a 4 Red Flags par année, mettons 21-1, 21-2, 21-3, 21-4. OK. Puis après ça, il y a toutes les autres flags. Il y a Red Flag Alaska, il y a Green Flag, il y a Maple Flag aussi au Canada. Fait que dans le fond, l'objectif, c'est de profiter des rivalités inter-pays pour s'entraîner entre nous à l'extérieur d'un temps de guerre. Exact. D'accord. Tout à fait. Entre alliés, puis souvent, ils vont inviter des... Comment? C'est pas vraiment rivalité, c'est pas le bon mot. C'est plus de favoriser l'interopérabilité des alliés.
Donc, c'est pour ça que dans aux différents red flags, vous allez avoir ils vont inviter... Les Colombiens. Ouais, c'est ça. Tu Ouais. vas avoir différents pays. Les Israéliens sont là souvent. Mhm. Le Canada, il va régulièrement aussi. OK. Et donc, quel est l'horizon de temps dans lequel on va ça, voir c'est le SCAF intéressant, sur ça. le marché? On parle de sortir un prototype pour 2026. Moi, j'y crois pas, là. Ouais. Ben, il y a le contrat qui a été signé en février l'année passée, en 2020, la phase 1A, le contrat initial, c'est de développer ce qu'on appelle le NGF, le chasseur de prochaine génération future. C'est Airbus et Dassault qui s'en occupent. Et là, ce qu'on n'a pas dit, c'est que pour le SACF, il y a un avion, il y a aussi un allié loyal, si on veut. Comme les Australiens. Pour les Européens, ils appellent ça le Remote Carrier. Ça, c'est Airbus et la compagnie MDBA. Ouais. Fait que ça c'est intéressant. Aussi, Olivier, ça, c'est comme les Australiens, ce qu'ils ont fait. Hein? Oui, excuse-moi. Laisse-moi finir mon point. D'accord. Il y a aussi le nuage de combat avec Airbus et Thales. Donc, tu combats, que tu disais tantôt, de ton cloud Amazon. Ouais. Le nuage. Et puis là, après ça, ils vont voir la phase 1B qui va arriver à l'arrêt de ça. Ouais. Mais le Remote Carrier, c'est exactement ce que les Australiens font. Et c'est ce que les Américains font avec Kratos, entre autres. Ouais, qui a surpris Boeing en étant choisi à sa place. D'accord. Oui, tout à fait. Puis ça, c'est intéressant. Puis le wingman, pour répondre à la question que tu n'as pas encore posée, c'est que dans le fond, ça peut faire plein d'autres choses, mais celle que je trouve la plus spectaculaire, moi, là, c'est ton chasseur, le leader, là, il va pouvoir dire, admettons, au drone numéro 4 à sa droite, « Hey, toi, tire ton missile là-bas. » Là, genre. Fait que c'est ça qui est cool. C'est pour ça qu'on appelle ça un carrier. C'est que lui, il va avoir de l'armement supplémentaire. De l'armement supplémentaire. Puis ils peuvent être équipés différemment, tout dépendant de où est-ce qu'ils vont, où est-ce qu'ils pourraient rencontrer. Ça peut être des choses comme, OK, toi, le numéro 3, va là-bas. Toi, le numéro 4, s'il y a un radar qui se pointe la face pour pogner le numéro 3, va pogner le radar. Puis ça va tout se faire tout seul. OK. Cool. Quand même, mais je veux dire... On en reparlera une autre fois si ça devient pertinent, mais ça me dit que la tâche se complexifie vraiment intensément pour les pilotes. Ah, ça va être... ce sera plus des... Oublie Top Gun, là. Ce sera plus des... C'est une équipe qui gère cet avion-là. Ça va être des gestionnaires de... comment t'appelles ça? De flotte? Non, pas des gestionnaires de flotte, mais les pilotes, entre autres, vont devenir des gestionnaires de zones de combat. Puis c'est pour ça que l'intelligence artificielle va être importante, parce qu'avec la quantité de données qui sont acquises par les capteurs, ça va être dur de décider qu'est-ce que je priorise. Et là, l'intelligence artificielle va dire OK, là, ce qu'on a détecté, là, il y a 20 avions, dont 10 avions de transport, 3 hélicoptères, mais c'est ces 5-là qu'il faudrait que tu t'occupes en priorité. Puis après ça, au sol, on a découvert ça, puis il y a 3 systèmes de défense antiaérienne qui sont vraiment importants. Avant d'arriver à tel point géographique, il faut que tu t'en sois occupé. Donc, ils vont fonctionner comme ça. L'intelligence artificielle va aider à prioriser les au niveau de l'information qui est fournie aussi aux pilotes dans leur casque. Oui, il y a un filtre qui est fait. Il y a un filtre qui est fait pour leur présenter que l'information qui est pertinente. Ah oui, parce qu'on voit l'overwhelm. Dans le cas, exemple, des avions détectés, ils ne parleront même pas des hélicoptères et des avions de transport. C'est pas une menace, pas grave, ils vont vraiment prioriser ce qui est important. OK. Donc, on parlait d'un prototype pour 2026. Oui, puis il y a une entrée en service prévue pour 2040. Oh! Entre 2035 et 2040. Entre 2035 et 2040. Là, mais on est toujours dans le supérieur, dans la vraie vie. Là, c'est toujours à l'extrême de la fourchette. Mauvaise langue. Soyons réalistes, Olivier. Là. Est-ce qu'on a déjà vu un programme arriver à l'avance? C'est sûr que ce qui aidera pas, c'est les... Lequel? Super Hornet et le P8. Ouais, mais là, tu donnes 2 exemples sur 4. OK, non, mais ma question, c'est est-ce qu'on en a déjà vu? Fait que, Oh shit! Bon. J'ai-tu mangé une bitch slap, moi? Hey, mais l'affaire qui arrive, c'est que... Non, en fait, moi, ce qui me fait douter là-dedans, là, c'est plus une question de la politique en Europe. Ça, c'est sûr que c'est complexe. C'est officiel, là. C'est officiel. S'il faut regarder les compagnies qui participent à ça, il y a une compagnie comme MDBA, eux autres sont morts de rire parce qu'eux, ils ont des contrats avec les 2 groupes. Ils ont des contrats avec le SACF, franco-italo-allemand, et avec l'équipe Tempest. Franco-espagnol, non, Tempest, c'est Italo, Anglo, Anglo,
suédo. Ouais. Il y en a un quatrième? Non. Ah, OK. Tempest, il y en a 3. Ben, il y en a 3 de chaque bord. En fait. Peut-être les Japonais, là, puisque BAE System de genre dit, hey, à passer le Japon, si on peut vous aider. Là. Ouais, c'est vrai. Effectivement. Parce que là, le Mais prototype qu'ils ont fait officiel. voler, c'est juste c'est pour de la recherche et développement. Il n'y a pas de. D'accord. Ouais, le Shinshin. Le chin-chin. Passons au deuxième programme, le Maz. Tu parles d'un nom, toi. On dirait ton chat, Olivier, qui s'étire sur le divan. Là. Maz. Des avions de Ça, patrouille c'est, maritime. Mhm. Ouais, ça, c'est nébuleux. Ça, si vous pensez qu'on n'avait rien à dire sur le SACF, là, le MOS, c'est encore pire. C'est une étude de projet. Donc, en Europe, il y avait c'est un programme qui est issu pour le remplacement des P3 Orion de la Luftwaffe. Ces P3-là ne sont plus en service en Allemagne. Ils sont déjà plus en ensuite- service, Olivier? Ben, s'en sont débarrassés, je me souviens bien. Parce qu'ils en avaient 8 là, rachetés aux Néerlandais, si mes souvenirs sont bons. À moins que Puis- je me trompe complètement, mais ça, c'est pas la première fois que ça arrive. Là. On se pas fera important. corriger allègrement par nos auditeurs. Mais ouais, on va trouver la réponse, sincèrement, pour répondre à Philippe, notre fidèle auditeur, Mhm. il y a, on est dans les débuts, Mhm. mais en fait, c'est que sous ce prétexte-là, des Allemands qui veulent puis ils ont encore jump in P3, quand tu veux, puis, Olivier. Hein. Mais sous ce prétexte-là Ouais, c'est ça. de remplacer les P3 Orion des Allemands, Mhm. ben, la France en profiterait. Qui c'est qu'il y a d'autres aussi? Peut-être, je pense les Espagnols aussi. L'Italie, L'Italie, oui. Donc, potentiellement. Donc, c'est ça. Donc, les P3 Orion de la Luftwaffe qui sont seconde main des Néerlandais ouais. et les brigades Atlantique 2 de la France. Puis les Italiens ont encore des Atlantique 1, hein, si je me souviens bien. Ouais, puis ils ont jamais acheté les quelques Atlantique ATR 2. aussi. Ouais, c'est ça. Donc, les ATR, c'est bon pour se promener autour de la Sicile, admettons. Mais pour aller jouer plus loin, ça prend un truc. C'est bon pour les non, mais ramasser c'est des la tomates. vitesse de l'avion. Vous ramènerez du fromage. Donc, ouais, oui, c'est vrai, absolument. L'ATR C'est est bon un pour peu. autour des côtes, mais s'il faut que tu ailles au milieu de l'Atlantique ou en force de projection, exemple en Somalie pour trouver des pirates, l'ATR va peut-être va manquer d'autonomie, un truc comme ça. Là. Ouais. J'enlève rien à l'avion. Là. Pour des Mais applications c'est pas une bonne côtières, mission. c'est très bon. Mhm. Donc, Ouais. il y a plusieurs projets qui sont à l'étude. Thales, la compagnie Hensoldt, ESG, puis Diel en Allemagne, mais Thales, c'est français. Ouais. Donc, Airbus puis Dassault, ils ont comme embarqué là-dedans, mais il n'y a rien de vraiment défini pour le moment. Airbus a proposé un 320 Neo Oh, oui. avec un peu comme à la sauce P8 Poseidon, donc avec une soute et des systèmes appropriés. Et Dassault propose un 8X modifié. Ouais, moi, Il y a des rumeurs que le Canada va y participer. Donc, on a signé apparemment une entente en 2018 où on se joindrait au Maritime Multi-Mission Aircraft Forum, mais il n'y a pas vraiment d'informations là-dessus. Ouais. Vraiment, surtout Puis qu'on vient de modifier nos CP140 à une nouvelle configuration. Tout à fait. Puis ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça fournirait éventuellement l'opportunité à Airbus de pouvoir enfin trouver un prétexte qui aurait l'opportunité de transformer son Airbus 320 en avion de patrouille maritime. Ça fait des années qu'ils attendent un client ou un programme potentiel Mhm. pour embarquer, Pour le le faire. modifier. Dans le fond, pour trouver quelqu'un pour payer pour modifier l'avion. Ouais. C'est sûr que ça marcherait parce que les Boeing l'ont très bien démontré que le P8, c'est un très bon programme. Ouais. Donc, Airbus, c'est juste qu'on peut faire pareil, mais mieux avec ce quelqu'un veut payer. Comme d'hab. Ben le P8, en fait, il a bien fonctionné, le programme. Là. Ça, faut donner ça à Boeing. Fait que probablement qu'ils ont donné ça. Ils ont dû donner la gestion de projet à quelqu'un d'autre parce que ça a bien fonctionné. Mais Ça, c'est pas très gentil. c'est vrai pareil. Non, mais de toute façon, n'importe quel programme qui arrive 5-6 ans plus tard, on espère qu'il est meilleur. Sinon, il y a une job quelque part que c'est mais mal fait. là. honnêtement, tu sais, le P8, c'est un 737 qui a été modifié en avion de patrouille maritime. Mhm. Donc, qui a été quand même modifié passablement. Mhm. Dont, entre autres, les moteurs, les CFM qui ont dû être... On a rajouté un générateur dessus parce qu'il y a tellement d'informatique dans l'avion que le générateur de base ne fournissait pas. Fait que c'est pour ça que si vous regardez les P8, il y a une petite bosse sur les cowling moteurs. Là. Mhm. Ça, c'est le deuxième générateur. Ouais. Puis c'est ça, c'est un avion Frankenstein. On pourrait faire un épisode une fois pour en parler. Ouais, C'est ouais. un 737-800 avec des ailes de 900,
fait un atterrissage de BBJ, là, une patente de même. Là. Ouais, ils ont été chercher. Honnêtement, c'est un très, très bon programme. Ouais, non, ça a super bien. Il y a vraiment pas grand-chose de négatif à dire sur ce programme-là. Ça a super bien tourné. Tellement bien que les Anglais viennent d'en acheter. Là, fait que... OK. Ouais. Et donc là, c'est tout ce qu'on sait sur le MAS, là? C'est là qu'on en est, là? Oui, c'est là qu'on en est. Il y a absolument rien qui a été... ils sont encore en train d'essayer de s'entendre entre eux autres. En fait, la France est en train d'essayer de repasser Atlantique 2 aux Allemands en attendant. Mais aux dernières nouvelles, les Allemands ont refusé. Mm-hmm. Puis tout porte à croire qu'ils vont se pencher, ils vont choisir le P8. Fait que aux dernières nouvelles, c'est... Pourquoi on en développerait un nouveau s'il y en a un qui fonctionne bien? Hein? Bon. Genre, mais en fait, c'est toujours une question de si tu veux garder tu veux prendre tes distances avec les Américains. Ça m'étonnerait pas que les Français et les Italiens décident de juste, puis avec les Espagnols, de juste comme go, on prend un 320 pour le modifier, là. Mm-hmm. On laisse les autres tranquilles. Parce qu'en fait, il disait qu'avec le Leap, ben l'A320 Neo, Mm-hmm. puis le fait que l'avion est 20% plus économique, ça, c'est la version civile, là. Mm-hmm. Le 320 aurait une très, très bonne autonomie avec les réservoirs supplémentaires en soute et tout. Là, fait que ce serait potentiellement un très, très bon avion. C'est juste que, comme d'habitude, les compagnies Airbus et... puis les Américains font pareil. Hein, à travers les programmes de recherche ou un truc à la sauce DARPA ou quoi. Ils attendent juste quelqu'un qui serait prêt à payer pour développer le programme. D'accord. Ouais. Fait que voilà. C'est bon? C'est ça oui. Ça fait le tour? Sur le SCAF... Une petite dernière croquette de connaissances. Ben, sur le SCAF, je voulais juste mentionner que pour la motorisation, c'est Safran division moteur. Là. Ils ne pouvaient pas laisser ça... tout est Safran quelque chose. Avec MTU? Là. Avec MTU, les Allemands, donc, qui vont s'occuper de développer le nouveau moteur dont on jasait tantôt. Là. Mm-hmm. Et, on partirait d'une technologie existante ou non, ce serait on part de quelque chose qui est flambant neuf. D'accord. Mais le prototype va voler avec les moteurs du Rafale. Donc, le prototype en 2026-27, là, whatever, là, mm-hmm. Lui va voler avec les moteurs du Rafale, les M88. D'accord. Comment? Comme le Typhoon qui avait volé avec les moteurs du Tornado avant que les Eurojets soient disponibles. Exactement. Les EJ2000. Très bon moteur. Ouais. Très beau nom aussi. Ça sonne bien. Comment? Moi, ben, ça fait par Rolls-Royce, fait que ça marche bien. Je pense que c'est pas des EJ200 puis parce que c'était le RB199 puis ils ont juste comme fait un numéro de plus. Ben, ils ont fait, c'est les EJ2000, là, c'est, je sais pas trop, là. Des moteurs qui ont été exclusivement faits pour le je le dirais pas. Comment il s'appelle? L'Eurofighter, excusez-moi. D'accord, ben oui, ça a du sens. Ça fait du sens. Un Eurojet sur un Eurofighter. Oh ouais. C'est EJ200, Greg. EJ200, bon, excusez-moi, j'ai 2000. Moi, tout est 2000. Parce que le moteur du Tornado, c'était le RB199 et qu'ils ont juste fait le EJ200. Bon. Toi, le bug, c'est que t'es resté coincé avec ce nom-là. Ben oui, écoute, j'en ai tellement dans la tête. Là, j'ai passé la matinée sur le Leap, à regarder de la céramique de matrice composite, là, puis à trouver ça beau. D'accord, fantastique. Eh bien, on espère que ça a répondu à toutes les questions que vous pouviez vous poser sur ces programmes-là. Philippe, l'an prochain, on en fait un autre. Dans un an, on te donne les détails de où est-ce qu'on en est rendu, mais... D'après moi, ça va être pas mal comme ça. Ouais, c'est ça. Ben, je sais pas trop. Ben, ils ont signé les contrats il y a 2-3 semaines. Là. Ouais, donc, Florence Parly, la ministre de la Défense française, a signé Avant ça, il y avait un MOU. Puis là, ils ont signé un contrat. L'avion de combat, oui. Ouais. Mais l'avion de patrouille maritime, là, retenez pas votre souffle, vous allez manquer d'air avant. Ouais, ça, il y a de bonnes chances que... il y a de bonnes chances que ce soit les grands-pères avant que ça arrive. D'accord. Donc, voilà. Eh bien, là-dessus... Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. C'était Claudia Ouellette. Grégory Blanc. Allez, bien d'accord. Merci tout le monde. À la prochaine. C'est tout pour l'épisode de cette semaine. Merci d'avoir écouté Aéropod. Abonnez-vous à notre podcast sur la chaîne YouTube ou encore pour la version audio sur iTunes, Google Podcast, Spotify ou encore votre plateforme préférée. N'oubliez pas de demander les notifications pour être averti dès que le nouveau contenu est disponible. Visitez notre site web mentoraero.com pour toute info supplémentaire et n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires ou questions à l'adresse aéropod@mentoraero.com ou encore sur la page Facebook de l'Aéropod. Over.